Bonjour. Bonjour. Avant de commencer l'interview, vous avez écrit ce livre pour ceux qui vous aimaient pas. C'est une question, c'est une affirmation, c'est 3 points de suspension, Je pense exclamation. que c'est une affirmation. Parce que j'apprends à vous apprécier dans ce livre. Ah, En fait, j'apprécie pas vos romans, je vous apprécie vous. c'est marrant ce que vous me dites. Ouais, mais j'apprécie vos romans aussi. Mais là, tout d'un coup, je vous apprécie vous. Bon, bah merci. C'est normal ou pas? Je sais pas, en fait, au moment où j'ai écrit ce livre, c'était un besoin d'écrire le livre. C'était pas un besoin ni d'être aimé, ni d'être compris. C'est un besoin de, vite, avant que j'oublie, il faut que je note tout. Et puis, il y a toujours cette idée, si je meurs ou si je perds la mémoire, qu'est-ce qui va rester? Donc, ce livre a besoin d'exister. Et c'était surtout pour expliquer ma démarche. Parce que ma démarche est un peu compliquée. Parler de fourmis, parler d'hypnose régressive, des trucs comme ça, les gens peuvent se demander c'est quoi qui l'amène à faire ça. Donc, c'était une manière de montrer la trajectoire. D'accord, mais vous l'avez écrit pour ceux qui vous connaissent pas. En fait, pour comprendre vos romans, Je sais pas pour qui je l'ai écrit. oui, moi non plus. C'est pour ça que je vous pose la question. Pour vous, peut-être. Mais, donc, vous connaissez pas mes livres et vous m'avez découvert avec ce livre. Si, j'adore vos livres. Ah bon? Mais moi, j'aimerais bien, j'aurais voulu découvrir l'homme et enfin j'ai eu la possibilité de le faire. Mais pourquoi Merci. maintenant? Parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai fait 30 livres. Et que j'ai l'impression qu'il faut poser une balise. Il y a aussi autre chose. Je crois que le terme, c'est de vider mon sac. C'est-à-dire, vous savez, on trimballe tous une sorte de sac à dos dans lequel on accumule des expériences, des douleurs, des incompréhensions et des découvertes. Et toutes ces choses-là, je le trimballe depuis un petit moment. Je me suis dit, OK, je vais faire un livre, je vais tout déballer, et à partir de là, je vais avoir un sac vide dans lequel je vais pouvoir mettre de nouvelles choses. Donc c'est vraiment une balise. L'idée, je pose un petit drapeau, je m'occupe plus de tout ce qui s'est passé avant, et là, je peux renaître. Dans le tarot, c'est l'arcane du mat. C'est-à-dire, elle est avant et à la fin des autres. C'est le 0 et le 22. C'est l'idée qu'on est tout le temps en mouvement, mais pour que ce mouvement existe, il faut un moment, il faut boucler un truc. Donc là, j'ai bouclé un Ça cycle devient de trop vie. compliqué pour moi là. Voilà, je dis plus rien. Ouais, ça me dépasse. Mais en revanche, je crois avoir compris quelque chose lorsque vous êtes devenu une fourmi, c'est à 14 ans, en Corse. Alors, Lorsqu'on vous a posé un flingue sur le crâne ou sur la nuque. ouais, Et là, vous êtes voulu devenir tout petit parce que je vous ai écouté dans vos interviews, déjà, j'étais à 4 pattes, machin, etc., blabla, Ça j'aime va la bien. terre. J'ai écouté, je vous ai entendu raconter ça 10 000 fois, moi j'y crois à peine. J'y crois pas. En revanche, là, c'est pas nécessaire. ouais, mais là, je vous ai senti tout petit parce que vous n'avez pas réagi émotionnellement par rapport à votre ami qui était sur place. Parce que Exactement. j'ai lu. En fait, là, vous vous êtes senti à la fois petit, mais tellement plus grand que les autres. Non, Émotionnellement, c'est un incident qui est arrivé en Corse. en Corse, près de Solenzara. À vos 14 ans. Voilà. C'est pas, c'était en août, c'était les vacances. Mais je me suis surtout dit, bon sang, si ça s'arrête là, ma vie, j'ai pas fait grand-chose. Et là, j'ai un sentiment d'urgence. Si je m'en tire, faut que je fasse plein de trucs. Et depuis, je suis un agité, c'est-à-dire je passe mon temps à bâtir des trucs, à avoir des projets, parce que j'ai l'impression on m'a montré, attends, ça peut s'arrêter comme ça. Un type arrive, une voiture t'écrase, après le bilan c'est, bah, j'ai rien fait. Donc à partir de là, il y a une sorte je crois que j'étais affamé de vivre très très fortement et de faire plein d'expériences et de rentabiliser cette existence. Comme si on m'a fait le cadeau de naître. Donc maintenant, débrouille-toi pour rentabiliser ce corps, d'une manière ou d'une autre. Mais vous dites ça dès l'âge de 8 ans, d'ailleurs. Ouais, mais ça c'est pour d'autres raisons. Ça c'est parce que Parce que ce discours-là, vous me l'avez ressenti avant, quoi. En fait. C'est-à-dire que... je crois non, l'âge de 8 ans, donc c'est le moment où j'ai commencé à voir il y a deux choses. J'ai commencé à écrire à 8 ans. Et à dessiner. Voilà. Mais ça, c'est parce que j'étais un enfant solitaire et je comprenais pas la planète dans laquelle je me trouvais. Mais il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de projet. Quand j'écrivais ou quand je dessinais, c'était, j'ai envie de fabriquer mon univers, parce que l'univers normal dans lequel on me propose d'être me semble un univers dans lequel je me suis pas bien. Et je crois que c'est le grand avantage quand on est écrivain ou quand on est artiste,
c'est qu'on fabrique son propre monde et après on vit dedans. Alors je sais pas, est-ce que c'est très sain comme principe, mais en tout cas, si on arrive à gagner sa vie en faisant ça, c'est vachement chouette. Enfin, moi, je vis ma vie, je gagne ma vie en fabriquant des mondes artificiels dans lesquels je me sens bien et dans lesquels certains lecteurs se sentent bien aussi, j'espère. Vous êtes en perpétuelle fuite. Parce Oui. que chez vous, la fuite, elle est presque héréditaire. Votre grand-père, il fuit. Ouais. Votre père, il fuit. Et vous, vous fuyez. Alors, attention, parce que ce qui est marrant, c'est que vous parlez à chaque fois, vous donnez des causes. Il y en a un qui fuit, votre père qui a fui en Amérique, votre grand-père en Espagne. D'ailleurs, vous dites pas, il se réfugie. Il fuit. Parce que j'ai découvert Henri Laborie et que pour Henri Laborie, c'était une révélation, donc qui est un inventeur de tranquillisants, il a ce concept à un moment, il dit dans la vie, il n'y a que 3 choix. Combattre, inhiber ou fuir. Quand vous demandez par exemple une augmentation de salaire à votre patron, Ça m'arrive souvent. il va vous dire non, on n'a pas les moyens. À ce moment, qu'est-ce que Ça vous lui faites? arrive souvent de dire ça, ouais. À ce moment-là, vous le combattez, c'est-à-dire vous lui dites tu vas me donner mon augmentation sinon je te pète la gueule. Mais Ou en je me général, barre. Ouais. ou alors tu vas inhiber, c'est-à-dire tu fermes ta gueule et à ce moment-là, je te tutoie, mais je me sens plus à l'aise avec le tutoiement. Alors, je peux tutoyer. Voilà. Tu vas inhiber, ça veut dire que tu dis rien, tu avales ta salive, mais par contre, tu vas avoir une ulcère à l'estomac, tu vas avoir des problèmes genre somatiques, c'est-à-dire ton corps va te dire j'ai reçu une agression et tu ne l'as pas gérée. Et la troisième solution, c'est fuir. Et tout à l'heure, je faisais référence au mat de la carte du tarot, c'est la carte de la fuite. Et fuir, il y a plusieurs manières de fuir. L'une d'entre elles, ça peut être par exemple les voyages. Tu es pas bien dans un endroit, eh ben, tu prends un voilier et tu te casses. T'es pas bien dans un couple, t'es pas bien, tu te casses. T'es pas bien avec tes parents, t'es pas bien, tu te casses. Il faut avoir, ça sous-entend, les fuites ne sont pas de la lâcheté. La fuite, ça peut être aussi du courage. Le courage de dire, ça fonctionne pas, je vais tester autre chose. Et je crois qu'en effet, comme tu l'as dit, chaque fois que les choses ne fonctionnaient pas, je me suis pas donné la peine ni de combattre, ni de m'expliquer. Et surtout, j'ai pas voulu inhiber. Donc, j'ai dit, je suis pas bien là, je m'en vais. Et ça m'a permis de découvrir des tas de choses. Mais comme tu l'as dit aussi, finalement, j'avais pas fait le rapprochement tout de suite, mais dans ma famille, c'est parce qu'ils ont fui que j'ai pu naître. S'ils étaient restés sur place à vouloir combattre, s'ils étaient restés immobiles, je crois que le contraire de la fuite, c'est la sclérose. C'est-à-dire, tu trouves une position dans laquelle il te semble que tu es fort, et en fait, au bout d'un moment, soit tu as la routine, c'est-à-dire tu reproduis tout le temps le système dans lequel tu as l'impression que tu es heureux, soit tu bouges plus parce que tu as peur que si tu bouges, tu vas avoir des problèmes. Et moi, j'aime bien cette idée de bouger tout le temps, de fuir. On pourrait utiliser un autre synonyme de fuite, c'est voyager. Ouais, mais tu utilises le mot fuite. Parce que c'est à cause de pire encore. à cause de Laborie. T'es fuyant, t'es empreint de normalité que tu utilises tout le temps, hein, à chaque fois, et refus de combativité. En fait, ça donne pas du tout envie d'être ton pote. Alors, sauf dans le combat de Cannes, la combativité, c'est le seul endroit où j'ai découvert que je pouvais vraiment combat de Cannes et les échecs. Mais c'est des zones. Et ta maladie. cadrées. J'ai pas vraiment combattu ma maladie. Ma maladie, je le rappelle. Elle a disparu parce que précisément, j'ai trouvé une manière de vivre où j'étais heureux. Vas-y, rappelle. Parce que tu dis au début de ton livre que tu marches avec une canne progressivement assez rapidement, tu marches avec une canne, puis tout d'un coup, effectivement, on n'a plus de souvenir de la canne. Donc en fait, c'est une maladie. En off, avant de commencer l'interview. C'est des crises de spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie héréditaire. Qui se détecte de plus en plus. Et à l'époque, c'était un peu nouveau. C'est-à-dire qu'il y a ce problème, c'est... On connaissait pas la cause, oui. C'est voilà. Ce que tu écris. Tu as pas intérêt à avoir ce qu'on appelle les maladies orphelines. Ouais. Une maladie orpheline, c'est-à-dire tu as mal, tu vas voir le docteur et il te dit « Désolé, on peut pas vous trouver d'explication ». Là, c'est vraiment le problème. Et donc, au début, on me disait ça. C'est-à-dire, j'avais mal au dos, j'étais bloqué, j'arrivais pas à me lever. Et puis un jour, il y en a un qui m'a dit « Attends, on va tester le test HLA-B27 ». Voilà. Je crois que tu connais ça. C'est marqué dedans aussi. Je crois que tu m'as dit que tu connaissais aussi ça, puisque tu es habitué à manipuler des colonnes vertébrales. Et des cerveaux. Et quand il y a eu le test HLA-B27, je me rappelle, le médecin a dit « Ça y est, je sais ce que vous avez une spondylarthrite ankylosante ». Et quelque part, pour moi aussi, c'était très rassurant. Je connaissais le nom de l'ennemi, je connaissais le nom du dragon que j'allais combattre. Et il m'a dit « voilà, votre corps va se figer progressivement, et on va vous poser cette question. Préférez-vous être figé assis ou couché ?» Ou allongé, ouais. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qui est mieux, être assis
Et vous avez Allongé, choisi... il m'a dit, allongé, c'est mieux pour dormir, et assis, c'est mieux pour travailler. Voilà. J'ai choisi assis, mais dans ma tête, je me suis dit, quand le dilemme ça apparaîtra, assis, quitte à dormir assis, voilà. Ouais. Et je me suis préparé à être infirme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a détecté ma maladie, pour moi, ça va être la chaise roulante et je ne pourrai pas avoir une vie comme les autres. Ce qui me préparait quelque part à être écrivain et à fuir avec la tête. Vous dites, je cite, le jeu d'échecs est un résumé de la vie. Alors, la vie pour vous est un échec, un jeu? Enfin, j'ai pas compris le parallèle, c'est bizarre quand même. Alors, ça se résumera à une autre phrase qui est tout est stratégie. Quand vous faites, Mais vous utilisez le mot échec une fois de plus. Ah, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de mots. Il y a un mauvais jeu de mots sur le mot échec. C'est-à-dire, échec, ça peut paraître échouer, et échec, c'est le jeu. C'est comme, on aurait pu dire le jeu de dames aussi, qui est un jeu stratégique. Ouais, mais c'est un pur hasard. Donc, échec, les deux mots sont signés. Mais est-ce que tu sais jouer aux échecs? Un peu. Bon, tu comprends cette idée, c'est qu'à un moment, quand tu es face à l'autre, tu as une stratégie à trouver, qui est en gros une stratégie de défense ou d'attaque, souvent. Et à partir de là, tu vas déployer cette stratégie comme une plante, comme une pensée. Et voilà. Et au même titre que le mahjong, au même titre que les dames. Pourquoi les échecs? C'est marrant parce que c'est assez synonyme. Pourquoi les échecs? Bah oui, parce que c'est synonyme avec... Parce que l'échec fait partie de votre vie, hein, de ta vie, pardon. La spiritualité, échec. Les études, échec. Les maths, l'astrologie, la musique. La musique, tu pètes une enceinte parce que t'arrêtes de jouer une... Ah, tu veux dire échec, dans le fait, échouer. Mais oui! Mais à chaque fois, en fait, tu utilises un champ lexical qui est propre à l'échec. Alors, et à la fuite. Oui. Souvent. Alors, l'échec, je crois que la vie t'indique là où tu dois pas aller. Donc, par exemple, j'ai raté... Ça fait beaucoup d'endroits pour toi. Ouais. Mais c'est formidable. C'est-à-dire, le fait que, notamment, j'ai échoué mes études de droit, ça m'a évité d'être avocat et je pense que j'aurais été un très mauvais avocat. Wow. Le fait d'avoir... Tu défends bien ton livre? Je sais pas. Non, parce que il n'y a pas une stratégie de défense du livre. J'explique mon projet, ce que je suis en train de faire là actuellement avec ce livre qui est un peu bizarre. Donc je peux pas dire ça va être un polar, vous allez tourner les pages. Là, c'est un livre dans lequel j'explique un peu ma démarche et la spiritualité qui va avec. Tu m'as coupé là, donc du coup je sais, c'est mon métier. Donc si les échecs. Je crois on vit tous des expériences négatives. Après, c'est comment on les vit. Moi, j'ai l'impression que tout ce que j'ai vécu de négatif m'a permis de trouver le bon chemin. Donc, je me dis, heureusement que je l'ai vécu. Parce qu'il y a certaines victoires. Donc, par exemple, si j'avais réussi mon passage en droit, j'aurais une vie, mais comme tu dis, normale. T'aurais pas pu, parce que t'as pas de mémoire. Est-ce que pour faire du droit, il y a besoin de mémoire? Oh ouais. Il y a des articles qu'il faut apprendre par cœur. Ah, vous référencez à quel article, maître futur, maître Werber? Tu vois, là, c'est bien pas compliqué. Que ça. Donc, à un moment dans le livre, je dis, un moment, un prof de droit qui nous dit, le droit, ça vous apprend deux choses, c'est séduire et tricher. Et pour moi, ça m'a semblé une évidence, c'est-à-dire, tu apprends les lois pour ne pas les respecter, pour les contourner. Et tu séduis, tu dois séduire et les jurés, ou tu dois séduire ton client. Et donc, c'est des processus qui font partie d'un métier, d'un talent que je n'ai pas. Mais la mémoire me semblait pas la chose qui m'arrêtait le plus dans le droit. Ce qui m'arrêtait le plus dans le droit, je crois que c'est cette manière de défendre n'importe quelle cause en considérant que c'est du boulot. Donc, c'est-à-dire peut-être défendre quelqu'un pour lequel j'ai des convictions complètement contraires. Et heureusement que je me suis pas retrouvé là-dedans. Du coup, j'ai pu rester tout le temps. Mais tu l'as fait à travers tes livres. Défendre. Bah, bien sûr. Vas-y. Il y a des mythes. Des mythes, les Atlantes, les anthroponautes, j'oublie. Et Thanatonautes. Et Thanatonautes. Pour moi, c'est impossible à lire. C'est comme la Pampasaurus. Impossible pour moi à dire. C'est un mot que j'ai du mal à dire régulièrement. Donc, dans les livres, tu défends des causes régulièrement. En fait, t'es l'avocat d'une forme, soit d'une petite ethnie ou d'un peuple reculé. Tu vois, ça. Bah oui, bah attends, c'est ce qu'on défend, c'est les causes. Ouais, mais alors là, tout le monde est avocat de tout. Ah ben non, parce que toi tu le fais. C'est un peu diffusé. Ah moi, je suis avocat de personne. Il y a des causes qui m'intéressent. Déjà, les fourmis. Ça me semble intéressant de montrer que ces petits insectes qui ont l'air anodins. Non mais ça, on en a déjà parlé, on a déjà vu, machin, etc. Non, alors, bravo, 91. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, mais oui, mais c'est. Vas-y. C'est actuellement. C'est maintenant que tu fais le bilan
C'est vrai, c'est ce que tu es en train de dresser. Un Exactement. bilan de pourquoi tu as écrit ça, dans quelle manière, pourquoi tu t'es retrouvé à tel endroit. Il y a un truc... voilà, il y a un avocat chez toi. C'est pour ça que moi, c'est Si tu marrant. veux. En tout cas, je me vois pas Moi, je te rentrer dans le prendrais comme système. avocat, tu vois, par exemple. Je ne me vois pas rentrer dans le système juridique classique. J'ai l'impression que c'est... De toute façon, on a tous des talents différents. Ouais. J'ai l'impression vraiment que je n'ai pas ce talent. Et d'ailleurs, je crois que j'ai très peu de capacité à m'intégrer dans des métiers dits normaux, comme tu disais. Enfin, normaux, c'est quoi la normalité? D'ailleurs, C'est marrant, par exemple hein. l'entreprise. L'entreprise. Je pense que je pourrais difficilement gérer d'avoir des supérieurs, des subalternes et des collègues, parce que ce système-là, en soi, il me semble déjà très violent. Et c'est pour ça que je me suis mis en dehors. Tu parlais de fuite, mais le métier d'écrivain te permet d'être en dehors du monde de l'entreprise. Et ça me permet surtout de me retrouver juste à fabriquer quelque chose à partir de rien et d'être juste responsable de ça. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi se retrouver juste responsable de ça? Ça te rassure? Est-ce que tu aurais pas fait une formation de psychanalyste? Ah non, 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 toi surtout pas! Est-ce que ça me rassure? Non, mais ça m'intéresse, tu m'intéresses. C'est pour ça que tu viens. Non, je te J'ai lu réponds. ton livre jusqu'au bout, mais je veux des réponses. C'est déjà suffisamment remarquable pour être noté. Bravo. La réponse, tu veux, sur le fait que Oui. je suis bien comme écrivain? Ouais. Parce que c'est simple, c'est le truc qui m'apporte du plaisir. Et je crois que l'un des critères pour savoir son talent, et l'un des critères pour savoir sa place, c'est l'endroit où on a du plaisir. Et tous les jours, quotidiennement, t'en éprouves pas quand tu écris? Si? Non, mais quand tu n'écris pas, alors? Quand j'écris pas, c'est comme un manque. Et là, par exemple, on est tous les deux assis sur un fauteuil, Ouais. de façon très intime. On n'écrit pas. On n'écrit pas. Ouais, mais j'écris Mais on que le matin. échange. On échange. J'écris. Et là, t'éprouves pas du plaisir, par exemple, à échanger avec moi? Je suis très orgueilleux, je suis très égocentrique. J'ai besoin de recevoir des compliments, mais j'ai besoin surtout de Écoute, ton honnêteté. j'essaie surtout de te donner des réponses qui te satisfassent. Ah non, non, ça m'intéresse pas. En Maintenant, revanche, la vérité me satisfait davantage. Parfois, elle fait je du ne me suis mal. pas posé la question, mais je prends plus de plaisir À écrire à écrire qu'à qu'à faire parler des... avec moi. Non, qu'à faire des interviews en général. Ouais, Tout mais là, c'est simplement. pas une interview, c'est un dialogue. Alors, je prends plus de plaisir à écrire qu'à faire des dialogues avec toi, par exemple. Mais tout simplement parce que quand j'écris, je contrôle tout. Tandis que là, je suis dans ton univers, avec tes caméras, avec ton équipe. Donc, je ne contrôle rien. Je découvre en même temps que je fais l'interview. Je découvre ton système. Je découvre ce que tu attends de moi, ce que tu attends de fabriquer du produit. Et j'essaie de percevoir ça. Et alors, comment tu le perçois? Ben, voilà, ça commence à peine. Ouais. Donc, Quelle question t'aurais envie de me poser pour prendre un peu plus le contrôle? d'abord, j'ai pas envie de prendre le contrôle. Je D'accord. te laisse le contrôle, je suis dans ton émission, c'est ton décor. Ok. Quelle question j'ai envie de te poser? Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir à toi? Moi, c'est d'en apporter aux autres. Bon, c'est un peu vaste. Ouais, Ça c'est peut de être un peu transmettre, plus... c'est de transmettre l'émotion, ce que j'aime. Donc là, tu as trouvé le métier dans lequel tu te réalises. Ouais, et pourtant, on me voit pas. Je suis flouté à l'image. Mais je me supporte pas, mais je fais cette émission parce que personne d'autre l'a fait. C'est quoi le concept global de l'émission? J'en profite que je suis dedans pour te le poser. Mais tu connais pas le titre? Intellectuellement délinquant. Ah, d'accord. Je me sens pas intellectuellement délinquant. Non, mais moi, oui. Je suis désolé. Moi, je le suis. J'ai pas fait d'études, par exemple. Ouais, mais ça fait rien. Tu peux te créer ta propre culture tout seul, non? Ou ta propre... T'es sûr? Oui. Bah, t'as l'air cultivé. Oh non. Ou alors tu sens C'est bien qu'une les apparences. apparence. Ouais. Ne pas avoir fait d'études n'est pas un critère d'échec, pour reprendre ton expression. Ce qu'il y a, c'est que tu fais cette émission, tu as inventé visiblement un concept, et tu le développes tout seul, donc rien que ça, c'est déjà source de plaisir pour toi. Mais je crois que le plaisir, c'est vraiment la clé. La question à se poser tout à l'heure, je disais, Oui. trouver ses talents, trouver sa place, et se poser la question, est-ce que quand je vais à mon travail, j'y vais en souriant, ou est-ce que je me dis vivement que ce soit terminé pour que je rentre à la maison? Et l'autre critère aussi qui est intéressant, j'ai compris qu'il devenait important, c'est les vacances. C'est-à-dire, moi, je ne prends jamais de vacances, parce que mon métier m'amuse tellement
que j'ai envie de le pratiquer tous les jours. En fait, tu te sens tout le temps en vacances. Voilà. Mais c'est mes personnages qui prennent des vacances. Mais dès le moment où, enfin, j'ai envie de donner ça comme principe de vie à ceux qui se posent des questions où ils en sont. Est-ce qu'ils doivent fuir? Est-ce qu'ils doivent combattre? Ou est-ce qu'ils doivent inhiber? Si quand ils pensent à leur travail, ils se disent vivement les vacances, ça veut dire qu'ils doivent fuir. C'est ça. Tu as des enfants? Oui. Et comment tu leur expliques la vie là-dessus? Je n'explique pas la vie. Tu les fuis ou ils te fuient? Non, c'est pas ça. J'essaie de leur donner les outils pour qu'ils soient heureux. L'objectif d'une vie, c'est d'être heureux. Je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux à un enfant, c'est lui donner des outils. Est-ce que tu en as, toi? Mystère. Alors là, tu joues pas le jeu, parce que si tu me poses des questions auxquelles toi, tu veux pas répondre, ça devient inégal. C'est intellectuellement délinquant. Ouais. C'est ça. Mais je suis délinquant, je reste un peu délinquant quand même. Est-ce que tu as eu un passé de délinquant réel? Est-ce que tu as réellement commis des actes répréhensibles par la loi pénale? Non, mais par ma famille. Vas-y, raconte. C'est encore pire. Mais raconte. Moi, je n'ai pas de diplôme, alors que j'aurais voulu, j'ai loupé mon bac. Ça, c'est pas une délinquance. Oui, mais pour eux, ça l'était. Tellement que j'ai été viré de chez moi. Et alors? Ah bah, j'ai travaillé. T'as fait quoi comme travail? Des petits boulots. Serveur. Mais ça, il n'y a rien de délinquant dans tout ce que tu me dis. Non, c'est pas ça, c'est que je n'ai, pour le système actuel, aucune valeur d'ordre intellectuel, de diplôme, tu sais, en France, en Europe, dans la culture occidentale, on a besoin de diplôme pour remplir telle ou telle fonction. Voilà. Un diplôme, t'as une étiquette et on te colle et t'as le droit de faire ça. On te donne la possibilité, le droit de faire ça. Bah, tu vois, bon, on m'a jamais accordé une interview littéraire. Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et là, pour le coup, je fais ce que j'aime. C'est très important de trouver ça. Et ça, tu l'as trouvé au bout de combien de temps? Parce que tu as essayé de lire, tu as fait lire à tes amis. En fait, tu as fait lire à tes amis, rappelle-toi un essai. Le premier essai sur les fourmis, ça faisait 10 pages, ou une page, c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Et ils ont pas aimé, et puis ensuite tu as écrit 30 pages, puis 50 pages, et et tu trouvais pas ton public, tu vois. C'est devenu une addiction, l'écriture de ce livre. Et il y avait quelque chose de l'extérieur qui pouvait paraître bizarre. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 16 ans, je me suis mis à m'astreindre à cette discipline de 8h à midi et demi, écrire... 4 heures par jour, tous les jours, tu disais. La rigueur. Mais le même bouquin, 12 ans. Ouais. Donc, de l'extérieur, si on te dit, attends, est-ce que tu as envie tous les matins à travailler sur le même bouquin pendant 12 ans? C'est-à-dire, j'ai terminé une version qui faisait en général 1000 pages. Là, je m'apercevais que ça fonctionnait pas et je recommençais tout à zéro. Et donc, j'ai recommencé une trentaine de fois. Mais maintenant, je me dis, heureusement que j'ai fait ça. Mais si on m'avait dit, est-ce que tu es prêt à, pendant 12 ans, faire ça? Je me suis dit, c'est trop de boulot pour un résultat aléatoire. Parce qu'il y avait la possibilité que je ne trouve aucun éditeur et que ça ne... Et aucun lecteur. Et aucun lecteur et que tout ça serve à rien. C'est-à-dire que je passe toutes ces heures de travail à fabriquer cet univers autour des fourmis et que ça aboutisse à que dalle. Et t'aurais fait quoi? Je crois que j'aurais été journaliste, mais j'aurais pas été heureux. Ah, c'est vraiment le dépit, quoi. Ouais, non. Journaliste, ça peut être un métier bien, mais je me retrouve, à part si je crée, comme toi, mon propre outil de communication, je me retrouve avec des supérieurs, des collègues et des subalternes, et l'ensemble, c'est une pression. C'est-à-dire, tu reçois, moi, je me rappelle, donc, quand j'ai été 7 ans journaliste scientifique au Nouvel Observateur, je me rappelle, c'était un univers de... Très cadré. C'était l'armée mexicaine. C'était l'armée mexicaine, c'est-à-dire tout le monde se sentait officier et chef, et l'énergie générale de l'entreprise, telle que je l'ai perçue, peut-être que j'ai mal perçu, c'était gagner du territoire de bureau, c'est-à-dire gagner plus de pages, gagner plus de gagner plus d'influence, plus de titres, donc ils étaient tous chefs. C'est pour ça que c'était vraiment l'armée mexicaine. Et je me suis dit, moi, ce qui m'amuse, c'est faire des reportages, aller sur le terrain, rencontrer des scientifiques, discuter. Donc, tout à l'heure, je te parlais d'Henri Laborie. C'était mon pied, c'était avoir accès aux titres qui étaient à la source de l'invention des tranquillisantes. Et là, tu conjugues les deux, là, en étant écrivain, finalement. J'ai l'impression que je suis à ma place. Ouais. Mais ça se sent, d'ailleurs, quand t'en parles. Mais c'est les lecteurs qui me le diront. Il y a un moment, quand ils me diront, bon, on a marre de tes bouquins, il faudra que je trouve un autre métier, peut-être plus inconfortable. Ou conventionnel pour toi. Je sais pas. Je redoute cet instant où je devrais faire autre chose qu'écrivain, parce que je m'amuse tellement à faire ça. C'est vraiment une joie que je souhaite à tout le monde
de trouver un métier dans lequel je suis pratiquement prêt à payer pour avoir le plaisir de continuer d'écrire. J'ai dit à mon éditeur, il m'a dit, on va verser le processus, mais non, c'est un vrai miracle. Je fais le truc qui m'éclate le plus. Ça m'amuse plus que bronzer sur une plage, ça m'amuse plus que c'est pour ça que tu l'es rouler. Si peu. Ouais. Toi? C'est pour ça que tu l'es si peu. Oui, non, je m'expose peu. Mais puis je travaille aussi je travaille pas chez moi, je travaille dans des cafés. Donc c'est un univers dans lequel il y a une vie. Les cafés, c'est des villages. Et j'adore arriver dans un café, rencontrer les gens, discuter avec les gens un peu avant de travailler. Mais je peux m'arrêter pour continuer à discuter. C'est-à-dire, c'est pas, j'arrive, je prends mon café et je me mets à écrire. C'est que j'arrive, j'ai le journal, je discute un peu avec les gens, je me mets à écrire, je m'arrête, je peux discuter avec d'autres gens, je reprends. Et t'habites où? J'habite près d'ici d'ailleurs. Ouais, pas loin. Ouais. Donc il y a un café à côté, on peut te trouver quoi. Ouais, mais je vais pas donner l'adresse. Ah non, surtout pas. J'allais pas te demander ça. J'allais dire, mais c'est en fait, t'es citadin. C'est ça que je voulais dire. Le critère que j'utilise pour oui, je suis citadin. J'utilise pour le café, c'est des cafés où ils mettent pas la musique trop fort. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'il y a des cafés où tu as du jazz le matin, mais très très fort, tonitruant, comme si on voulait accélérer la consommation de café chez le client. Ouais. Et donc là, je peux pas travailler. Donc j'essaie de trouver des endroits un peu silencieux et des endroits aussi où j'ai une perspective de vue. Parce que quand tu tapes à l'ordinateur, tu fatigues des yeux, au bout d'un moment, surtout 4h30 tous les matins. Donc pour moi, il faut que je m'arrête et il faut que je regarde loin. Et en général, donc je me mets face à des vitres, donc des cafés où il y a une vitre à l'extérieur, et je peux voir les gens. Je peux voir des scènes, je peux voir des gens, des scènes de la vie, des scènes d'amour, des gens qui s'engueulent, des accidents. Il se passe des trucs. C'est comme si je regardais un aquarium à poissons avec des humains derrière. Alors comment t'as écrit ce livre, pas devant les vitres, puisque tu parlais de toi? Ouais, mais c'est des... En fait, t'as besoin de vie, mais tu t'inspires pas de ces vies. C'est simplement le fait de t'évader en les regardant. Si tu veux. Non, c'est pas si je veux, c'est toi. Bon, j'essaye de traduire, en fait. En fait, de simplifier un peu ce que tu me dis, parce que c'est un peu difficile pour moi. Non, tu y arrives très bien. L'idée, c'est regarder un peu le monde, ensuite fabriquer mon propre monde par rapport au projet. Bon, là, c'est un peu spécial ici. Ça consiste à se rappeler de ma propre vie et de comprendre les mécanismes qui font qu'on peut devenir écrivain aussi. Parce qu'il y a cette idée de transmettre un savoir-faire. Mais d'habitude, quand je suis dans le café et que je suis avec mes personnages, donc je mets le casque. D'ailleurs, j'écoute des musiques de films. Et là, je suis comme si je me projetais le film dans ma tête. C'est-à-dire, j'écris et en effet, je suis ailleurs. C'est exactement comme si je dormais. D'ailleurs, si quelqu'un me tapote l'épaule pour me dire pardon monsieur, est-ce que je peux m'asseoir là, je vais sursauter. Parce que je suis vraiment ailleurs, je plane. C'est aussi cette satisfaction. Je crois que c'est la même joie qu'on a quand on rêve. Et ce que je fais en travaillant, c'est proposer aux gens de rentrer dans des rêves que j'essaie de faire les plus cohérents et les plus originaux possibles. Mon grand souci, c'est amener les gens dans des endroits où ils n'ont jamais été, et leur mettre dans la tête des images qui vont peut-être rêver plus loin le soir après avoir lu. Ah, t'es complètement chez Père. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Ouais. Et je crois que c'est aussi l'avantage. Bon, ça fait 30 ans que je fais ce métier. C'est que plus tu un métier, tu vois, tu dis métier quand même. Ouais, c'est intéressant. Cette occupation, cette passion qui est devenue un métier, plus tu le fais, plus ça devient agréable. Bernard Werber, merci. Merci à toi pour ces... Mémoire d'une fourmi aux éditions Albin Michel. Par exemple. Mais merci pour l'originalité de ton interview. Je savais pas trop comment tu allais présenter ça. Je trouve ça très original. Ça sort de l'ordinaire. Ouais. Ouais. C'est ce que me dit ma femme tous les jours. Retrouvez Bernard Werber. Surtout, n'écoutez pas le podcast. Ne vous abonnez pas. Lisez Mémoire d'une fourmi aux éditions Albin Michel de Bernard Werber. Vous en apprendrez à la fois sur l'auteur, mais aussi sur la vie, sur les échecs, mais aussi sur les victoires, en fait. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Merci. C'est que vous êtes une victoire à la fin. Merci beaucoup, Bernard. Au revoir. Merci à vous.